Bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est quand même un grand pas pour nous de se dire qu'on est en train de vous présenter la programmation de ce festival, parce qu'il a eu de nombreux rebondissements. Il était prévu à la base en septembre dernier. On l'avait reporté à 3 reprises pour s'adapter au contexte. On a eu peur qu'il ne se passe pas. On est un des lieux QG de la saison Africa 2020. Heureusement, 2020 est passé, il est derrière, mais la saison a pu se prolonger justement pour que toutes ces activités et cette incroyable saison qui est vraiment exceptionnelle, car Ngoné en parlera juste après, pour la première fois, c'est pas juste un pays en aller-retour avec la France et qu'elle présente, c'est tout un continent en aller simple sur une année entière. Donc c'est assez exceptionnel, 54 pays qui irriguent tout le territoire français et un ensemble de QG, une quinzaine de QG dans toute la France et les dom-toms qui deviennent des centres d'art panafricains qui irriguent aussi leur territoire direct. Nous avons la chance, nous, d'être le seul QG d'Occitanie. Et ces centres d'art panafricains donnent vraiment la voix à un point de vue africain sur l'Afrique. Il n'était pas question, là, d'avoir un point de vue de programmateurs européens sur qu'est-ce qu'il faut voir de l'Afrique. Là, on se nourrit de ces points de vue africains sur l'Afrique à travers les Africains du continent ou de la diaspora. Et c'est avec ce cahier des charges qu'on a travaillé avec Ngoné à imaginer ce temps fort. La première fois qu'on s'est rencontré avec Ngoné, elle a eu une intuition. Je lui ai parlé de l'altropisme, de comment je pouvais envisager les choses ici. Et de suite, elle a eu en tête de nous marier ou en tout cas de faire la passerelle avec 4 artistes. Et c'est à partir de cette première intuition qu'on a composé le reste. Je vous propose de donner la parole à Ngoné pour un mot d'introduction et nous donner un petit peu son ressenti sur la saison et sur ce QG. Nous aurons ensuite Agnès Robin, notre élue à la culture de la ville de Montpellier, qui prendra la parole. Et je vous dévoilerai toute la programmation qu'on va effeuiller comme ça, ensemble pendant peut-être une petite heure. Et ça va nous faire glisser jusqu'à un temps plus convivial. Ngoné, petit test son pour voir si on t'entend. Bonjour tout le monde. On t'entend et on te voit. Ça, c'est la magie de la technologie. Hop, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Oui, je suis ravie d'être avec vous, même si c'est à distance, pour ce petit déjeuner virtuel. Je vois qu'il fait très beau à Montpellier. On a aussi du soleil aujourd'hui à Paris, même si je crois qu'il y a des orages à partir de demain. Donc, comme Vincent l'a expliqué, c'est une saison hors norme, qui n'est pas croisée, contrairement aux autres, puisqu'elle se passe exclusivement sur le territoire français et tout le territoire, puisqu'on est en métropole et sur les territoires ultramarins. Le sous-titre de la saison est assez clair en fait, une invitation à regarder et à comprendre le monde d'un point de vue africain. En fait, quand moi j'ai accepté de piloter cette saison, je me suis assise avec 4 de mes camarades dans le nord du Sénégal, sur l'île de Saint-Louis, en disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce projet gigantesque, éviter que ça parte dans tous les sens et que ça se termine en kermesse culturelle. Donc comment donner du sens et placer l'humain au centre du projet. Alors on a commencé à cartographier à l'échelle d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés et de plus d'1,2 milliard d'âmes, quelles étaient les idées qui débouchaient sur de la recherche et de la production dans le domaine artistique, culturel, scientifique, technologique et académique. Donc cette saison, elle est portée par 23 questions, donc son sous-titre, comment est-ce que la société civile du continent africain aborde, relève et transcende 23 défis du XXIe siècle, donc qui vont de la diffusion des connaissances aux innovations technologiques, la redistribution des ressources, l'émancipation économique, l'histoire, la mémoire, les archives, la question du territoire ou de l'engagement citoyen, pour en citer que quelques-uns. Et à partir de là, j'ai commencé à structurer la saison en pôles. Je suis architecte de formation et j'étais architecte dans ma première vie. J'en ai eu plusieurs. Et la première idée que j'ai eue, en fait, c'était justement de créer des pôles régionaux.
qui sont devenus ensuite, en termes de dénomination, des QG. L'idée, c'était d'avoir... moi, je viens d'une philosophie qui dit « less is more ». Et je préférais avoir une cinquantaine de grands projets plutôt que 5000 tout petits projets de diffusion artistique. Et je pars du principe que les opérateurs français n'ont pas besoin d'une saison pour faire de la diffusion de projets artistiques en Afrique, et que là, c'était absolument pas le propos, mais c'était justement de réfléchir et de transcender les sociétés contemporaines. Donc CQG, comme Vincent l'a expliqué, ce sont des opérateurs, des structures françaises qui se portent volontaires sur la base d'un cahier des charges à se transformer en quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, en centre panafricain temporaire, avec une programmation totalement pluridisciplinaire. Certains QG ont comme porte d'entrée une exposition d'art contemporain, d'autres le spectacle vivant, d'autres de la littérature. Donc on a des QG de nature différente en fonction des lieux qui les portent et en fonction des partenaires africains. Parce qu'il était indispensable justement pour avoir ce regard des Africains sur le monde, que chaque projet soit co-construit par des professionnels du continent africain, des opérateurs comme vous, des opérateurs africains en partenariat avec un ou plusieurs opérateurs en France. Et donc dans le cas de Vincent, quand on s'est rencontrés et qu'il m'a parlé de l'anthropisme que je n'avais pas pu visiter, à l'époque j'avais fait un petit tour de France, c'était de se dire, ok, c'est un centre d'art qui a plutôt l'ADN d'un tiers-lieu, avec une programmation très riche, très orientée vers des formes contemporaines. Ça pourrait être intéressant que l'anthropisme travaille avec un ou plusieurs centres du même type. L'idée pour moi dans ces mises en relation que j'ai faites pendant les 9 premiers mois, c'était que chacun trouve sa chacune et de ne pas imposer. Donc de dire à Vincent, je vais te proposer 4 mecs, discutez, si le courant passe, réfléchissez et faites-nous une programmation qui sera soumise au comité de programmation de la saison. Le comité de programmation était composé de 11 experts africains basés en Afrique, en Allemagne et aux États-Unis. Donc la saison, elle est partie de là, de ces QG. Il devait y en avoir 15. À l'arrivée, il y en a 12 ou 13. Covid est passé par là. Et après, je me suis dit, il y a une chose aussi qui est importante, ce sont les femmes. J'en suis une. Les femmes représentent plus de 50% de la population de ce continent. Quel est justement le regard, la contribution de ces femmes sur ces enjeux du XXIe siècle? Donc il y a un focus qui s'appelle le Focus Femmes, qui sont les femmes dans les arts, dans les sciences et dans l'entrepreneuriat, où à chaque fois c'est un projet qui est porté par une ou plusieurs professionnelles femmes, qui va dérouler une proposition en embarquant uniquement des femmes, qu'elles soient artistes, entrepreneuses, sociologues, philosophes, etc. Donc on a des focus femmes, on en a beaucoup. En Occitanie, on a par exemple le musée des abattoirs à Toulouse, qui a invité une commissaire d'exposition érythréenne, qui est basée à Vancouver, et qui a fait une exposition d'art contemporain avec des femmes qui viennent de différents pays du continent, sur la question des archives et de la mémoire. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. En termes de projet Focus Femmes, on en a aussi en musique, en danse, on en a pas mal en art contemporain en fait. Le FRAC Nouvelle-Aquitaine, le FRAC Poitou-Charentes, le FRAC PACA ou le FRAC à Corté. Donc ça, c'était pour moi les femmes. La troisième chose, c'était par rapport à cette idée de transmission, puisque c'est le premier thème qu'on a posé sur la table, la diffusion des connaissances, et une saison que je dédie à la jeunesse. Donc c'était justement de se dire, il faudrait aussi en fait concevoir cette saison comme une plateforme collaborative, puisqu'en fait les opérateurs de part et d'autre du continent collaborent, donc comme une plateforme collaborative de production et de diffusion de savoir et de connaissances. Et donc ça a donné un volet éducation gigantesque qui comprend plusieurs volets. On a d'abord un partenariat avec France Volontaire, et depuis décembre dernier, on a 11 jeunes Africains âgés de 22 à 24 ans qui sont en train de faire leur service civique en France auprès de structures partenaires. Il y a justement une jeune Marocaine qui, elle, est en train de faire son service civique au musée des abattoirs à Toulouse. On en a un autre, un Togolais, par exemple, qui est en train de faire son service civique
à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris sur des projets scientifiques. Donc ça, c'était comment est-ce que tout d'un coup, les opérateurs français prennent la responsabilité d'être des mentors de jeunes qui aspirent à ensuite travailler dans le domaine culturel et scientifique et profiter justement de cette saison historique pour eux, c'est eux qui le disent, comment est-ce qu'ils sont embarqués dans cette saison et deviennent des sortes de petits ambassadeurs et repartent au bout de 9 mois avec justement des compétences acquises au cours de ce service civique. L'autre volet important, c'est un partenariat stratégique avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc on a labellisé, on a fait un appel à projet et on a labellisé 274 projets pédagogiques proposés par des classes en France qui avaient chaque classe, admettons une classe à Toulouse, je prends un exemple, une classe à Toulouse est allée chercher une classe à Thiès, c'est une ville au sud du Sénégal, et ensemble ils sont en train de construire un simulateur de vol avec tout l'écosystème de l'aéronautique à Toulouse. Ils travaillent à distance et ce simulateur de vol va être utilisé, testé par les élèves à Toulouse et ensuite envoyé au Sénégal. Donc avec l'éducation nationale et on a des projets dans toutes les académies, c'est porté par les académies. On a créé des pôles Africa 2020 dans chaque académie, dans chaque région, y compris l'outre-mer jusqu'à Mayotte. On est allé plus loin avec l'éducation nationale, on a réalisé 2 publications. Un jour, une actu diffusée à 1 200 000 exemplaires. Ça, on l'a fait en décembre pendant le lancement de la saison à tous les élèves de CM2. Et un autre livre, tout le monde, tout l'univers de l'art, pour les 31 000 classes de maternelle en France et dans l'outre-mer. Et on a commencé avec la personne qui était détachée de l'éducation nationale, Naïl Verdoy, qui est un franco-sénégalais qui a piloté tout ce programme pédagogique pour l'éducation nationale, à mettre en ligne des quiz. Enfin, ça, on l'a fait pendant le confinement, donc des quiz sur l'Afrique, et à produire beaucoup de contenu pédagogique avec Eduscol et Canopé, opérateurs du ministère, donc qui sont mis à la disposition des enseignants. Et on a lancé aussi un chantier, un plan national de formation, Enseigner l'Afrique aujourd'hui, et c'est 150 professeurs des écoles donc, qui ont bénéficié de formations réalisées par des spécialistes du continent africain. Et pour terminer ce volet éducation, la composante la plus importante et la plus symbolique, parce qu'elle est sur le très long terme, c'est que l'UNESCO a commencé dans les années 60 un chantier de publication qui s'appelle l'Histoire générale de l'Afrique. C'est 8 volumes de 800 pages chacun, où en fait c'est l'histoire de l'Afrique, de l'âge de pierre jusqu'à l'époque contemporaine, rédigée par des historiens, des archéologues, des scientifiques africains. Donc c'est l'histoire de l'Afrique par les spécialistes africains. Il y a aujourd'hui 8 volumes disponibles dans 13 langues, et ces volumes existent aussi sous format numérique. Moi je suis de Dakar au Sénégal et j'ai appris l'histoire de l'Afrique à travers ces volumes-là. Ensuite, l'Union africaine, qui est l'instance qui regroupe tous les États africains, a donné mandat à l'UNESCO de transformer ces volumes en outils pédagogiques. L'ambition étant qu'à terme, très court terme, tous les enfants sur le continent utilisent les mêmes outils pour apprendre l'histoire et la géographie de leur continent. Et ces outils, quand je discute avec l'UNESCO, parce que je les connais depuis plusieurs années, je réalise en fait que ces outils sont produits en français. Et je me dis, mais en fait, il faut aussi les mettre à disposition de la France, alors, et que dans le futur, à chaque fois que dans les programmes pédagogiques, il est question d'enseigner quelque chose sur l'Afrique en France, plutôt que d'aller réinventer la roue, pourquoi ne pas utiliser des outils que tous les États membres du continent et l'Union africaine ont validés. Donc, il y a un groupe de travail composé de spécialistes français et de spécialistes du continent africain qui sont en train de rédiger ces fiches pédagogiques issues de l'histoire générale de l'Afrique. Les 20 premières fiches vont être présentées au ministre dans une dizaine de jours. Et ensuite, le chantier va continuer. Et il y a une convention
officiel qui a été signé entre le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse au nom de la France et l'UNESCO au nom de l'Union africaine, donc au nom des populations africaines. Donc pour moi, c'est la plus grande victoire de cette saison d'avoir pu convaincre et la France et l'UNESCO d'embarquer et d'être sur cette collaboration sur le long terme où, pour une fois, ce n'est pas la France ou l'Europe qui est en train d'aider l'Afrique, mais ce sont les Africains qui mettent à disposition un corpus de savoir pour la France. Donc là, c'est pour résumer de façon assez synthétique cette saison gigantesque, où rien qu'avec l'éducation nationale, il y a près de 300 projets. La saison en elle-même, on est à peu près sur les mêmes nombres, en sachant que quand on parle de projet, un QG étant un projet. Mais un QG a une programmation avec parfois une dizaine ou une quinzaine de projets. Mais c'est ce qu'il faut retenir. Retenir aussi que c'est une saison qui est portée exclusivement par la société civile. Donc absolument pas, je ne suis absolument pas en contact avec les États africains, du tout. Je ne suis pas en contact avec l'Union africaine, non plus, malgré ce chantier l'histoire générale de l'Afrique, puisque c'est passé par l'UNESCO. On n'est pas sur un projet diplomatique, on n'est pas non plus sur une saison politique, et c'est véritablement de société à société civile qu'on se parle, même si cette saison a été initiée par le président de la République française et qui sont venus toquer à ma porte, tandis que j'étais en train d'enseigner en Afrique du Sud. Donc ce n'est pas un projet politique, je dis ça parce que vous avez un sommet politique qui arrive au mois d'octobre. Donc s'il vous plaît, dissociez-moi ça totalement, ça n'a absolument rien à voir, il n'a jamais été question de mêler les deux. À l'origine, ça devait être Bordeaux, c'est à Montpellier et ça se passe après la saison, mais ce n'est pas la même chose, même si c'est le même commanditaire. Merci Anne Gonnet, tu reprendras la parole quand on rentrera dans certains contenus. Effectivement, Montpellier est en train d'écrire une page de son histoire avec l'Afrique, c'est-à-dire évidemment cette ville est tournée vers la Méditerranée, on le sait, on a beaucoup d'événements qui l'attestent, à commencer par le Cinémed et plein d'autres, ou Arabesque. Aujourd'hui, la Montpellier se tourne vers une Afrique plus large, voilà, vers une Afrique, même une vision panafricaine. Évidemment, on est heureux de pouvoir accueillir ce QG. Il y a pu y avoir une confusion avec le sommet qui, de report en report, était aux mêmes dates. Effectivement, comme le dit Ngoné, ce sont deux choses distinctes, mais qui ont le mérite à Montpellier de continuer à montrer tous les liens que tisse notre territoire avec l'Afrique. Et je passe la parole à Agnès Robin, du coup élue à la culture de la ville de Montpellier, qui pourra justement nous éclairer sur ces liens qu'on entretient avec l'Afrique. Merci, cher Vincent. Merci, Madame Fall, de vos propos et de votre présentation. Je suis ici en représentation de Monsieur le maire, Michael Delafosse, en tant qu'adjointe et déléguée à la culture et culture scientifique. C'est avec un grand plaisir et c'est un privilège pour moi, que du coup d'accueillir cette manifestation à Montpellier. À vous écouter et à écouter Vincent Cavaroc et puis à lire le programme également qui est celui de la haltropisme. Je pense que Montpellier, grâce à cette initiative, à la vôtre, Madame Fall, et à celle de Vincent Cavaroc, Montpellier peut s'enorgueillir, Montpellier est la métropole, mais Montpellier surtout peut s'enorgueillir de la participation de notre ville à votre initiative à Africa 2020, qu'évidemment nous ne confondons surtout pas avec le sommet Afrique-France, qui est effectivement un peu le hasard des calendriers, puisque la saison 2020 était une saison qui, comme vous l'avez rappelé, devait se tenir en 2020. Voilà. Donc, mais je suis, malgré le risque de confusion que nous nous efforçons de faire disparaître dès que nous le pouvons, bien sûr, et bien malgré ce, je suis particulièrement sensible à la présence de cette initiative à Montpellier, de ce beau projet à Montpellier. Et je tenais à vous dire que l'initiative conçue comme une manifestation bottom-up, si vous me permettez d'employer ce terme anglais, mais c'est-à-dire en fait qui permet à la société civile et sur un mode tout à fait collaboratif d'émerger et de faire émerger des talents
puisque c'est bien de ça dont il s'agit, que ce soit sur le plan scientifique, culturel, artistique ou sur le plan éducatif, de faire émerger des talents et de faire en sorte qu'il y ait des liens en effet qui se tissent entre les pays africains et la France, et pour ce qui nous concerne ici, Montpellier. J'ai été très jalouse en entendant que vous aviez tissé des liens entre Toulouse et Thiès sur la partie aéronautique, parce que je connais bien Thiès et que j'y ai des amitiés très fortes, et que je me disais que nous avions loupé peut-être quelque chose à Thiès, mais peu importe, tant mieux en tout cas que Thiès soit, j'en suis ravie à titre personnel, en tout cas que Thiès soit partenaire de Toulouse sur un beau projet aéronautique visiblement. Donc je remercie infiniment, et je n'en dirai pas plus, puisque nous avons tous hâte, je pense, de découvrir par la voix de Vincent Cavaroc donc, le beau programme qui nous a été ici concocté. Je terminerai simplement en disant que la ville et la métropole de Montpellier soutiennent beaucoup et fortement donc l'altropisme dans un certain nombre de ces projets et de ces initiatives, et en particulier comme partenaire pour le projet Africa 2020. Donc, merci cher Vincent Cavaroc, et merci Madame Ngone Fall de votre présence aujourd'hui, même à distance. C'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci. Dans un mois, je serai avec vous. Ah, très bien. Alors, j'ai très hâte de vous rencontrer. Ouais, le 3 juillet, c'est grosse bamboche, les amis. Ça sera ici, et Ngone sera là. Vous allez voir, on va en parler là dans 2 minutes. La soirée, le week-end d'inauguration va être assez fou. 11 pays, 11 nationalités représentées dans ce festival, dans ce QG. Donc ça, on est assez content malgré tout. C'est-à-dire que c'est quand même... l'idée, c'était de sortir d'une vision aussi complètement francophone de l'Afrique, ne pas être que sur l'Afrique de l'Ouest. On est sur une Afrique... Là, je vous lâche un petit peu tous les pays représentés dans la programmation que vous avez. On a 8 jours et 11 pays, pour vous dire un peu la densité, un petit peu de la programmation. Le Cameroun, le Maroc, la RDC, l'Éthiopie, l'Érythrée. L'Érythrée, c'est quand même incroyable cet endroit. Et c'est une enclave très très complexe au niveau politique. On est heureux comme ça de pouvoir donner sa voix. L'Afrique du Sud, le Mali, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, Madagascar, l'Égypte. Ça, ce sont voilà, tous les pays dont, à un moment donné, il y aura une représentation dans ce festival. Les expositions. Toute la colonne vertébrale de ce festival tient à un parcours d'exposition. Et la première exposition a été celle qu'on a définie avec cette intuition d'Ngone, en associant quatre artistes du Cameroun, RDC, Maroc et Sénégal, qui avaient formulé un projet ensemble. Ce ne sont pas des gens qui travaillent nécessairement ensemble, mais ils ont tous un point commun. Ce sont tous des artistes qui sont dans le champ des arts visuels, qui ont une carrière internationale et qui viennent, grâce à leur renommée internationale, ils arrivent à financer, à mettre en œuvre des projets de centres d'art plutôt indépendants dans leur pays d'origine. Donc le plus connu d'entre eux, on a eu la chance de l'accueillir à Montpellier il y a quelques années au Carré Sainte-Anne, où le Carré Sainte-Anne à Montpellier lui avait accordé une monographie. C'est Barthélémy Togo. Barthélémy Togo aujourd'hui est un artiste quand même très très renommé qui navigue dans les grandes institutions artistiques mondiales. Il fera l'objet notamment d'un beau focus au Quai Branly. Et Barthélémy, lui, il a un centre d'art qui est au Cameroun, qui s'appelle Banjul Station, et qui est un centre d'art et d'agriculture. Il mène les deux, et il mène son travail comme ça international qui lui permet de donner vie à ce centre d'art. Mansour VI Nakassi, lui, il vient du Sénégal, et pareil, il vit en Allemagne, il fait un travail assez fou sur la question du panafricanisme. Si l'Afrique était unie, quel serait son emblème, quel serait son discours, quelle serait son iconographie, quelle serait sa monnaie. Donc ça, vous le verrez, il va créer ici avec Mostafa Romli une fausse banque. Et voilà, il dirige un centre d'art au Sénégal qui s'appelle la Villa Gottlieb. Mostafa Romli, avec qui il s'est associé. Mostafa, il est directeur d'un centre d'art à côté des Saouera au Maroc, et c'est aussi le directeur de la Biennale d'art contemporain de Casablanca, et c'est un artiste. Et on a comme quatrième artiste Vicha
Oui, alors celui, chaque fois je galère. Donc je te le laisse celui-ci. Non, non, écoute, ça fait près de 2 ans que tu bosses avec eux. Là, t'es sans filet, Bon. je te laisse. C'est Bichwa Mwilambwe Bondo. Donc Bichwa, il est de RDC, de Kinshasa, et il dirige la structure plus petite et très indépendante qui s'appelle Kinart Studio. Tous les 4 vont aller, ils vont investir la menuiserie, qui est notre espace d'exposition principal, avec un projet assez fou. Ça sera la porte d'entrée de ce festival. Toutes les personnes qui rentreront dans le festival vont aller là-bas et se confronter à la réalité quotidienne des Africains, parce qu'il va falloir qu'ils passent par un bureau finalement dans lequel on leur remettra un global passeport, parce qu'évidemment nous on peut voyager un peu partout, mais ce n'est pas le cas de la moitié des 3 quarts du monde, et surtout de l'Afrique. Donc on nous remettra un passeport et on passera à une banque, et là nos euros seront transformés en afro, qui est cette monnaie fantasmée, monnaie qui a été pensée et conceptualisée par Mansour, avec en représentation sur ces billets de banque des grandes figures qui ont marqué l'Afrique, comme Sankara par exemple. Et donc on pourra créer une zone comme ça, une zone libre où tout ce que vous pourrez acheter, vous pourrez aller au bar, vous acheter un café ou acheter à manger avec cette monnaie unique qui est l'afro. Il y aura aussi une sorte de boutique où là ils travaillent sur tout ce qui fait identité. Tout ce qui fait identité pour un pays ou pour une nation, et là c'est pour une Afrique unie, donc ça ira du maillot de foot au képi du policier, au drapeau. Voilà, ils ont recréé toute l'identité comme ça, et l'iconographie de ce pays unifié. Peut-être justement Ngoné en dire un petit mot, comment justement ce lien s'est fait entre ces artistes et l'altropisme, parce que là, ça a été vraiment le tout début de notre histoire. Oui, donc comme pour chaque opérateur français qui nous approchait en disant cette saison m'intéresse, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer, parce qu'on n'a pas fait d'appel à projet, on aurait été totalement submergé et noyé. L'opérateur de cette saison, comme toutes les autres, c'est l'Institut français, ce qui fait que je suis basée à Paris depuis le 1er juin 2018. Mais moi, j'avais plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire de faire un tour de France des capitales régionales, rencontrer les acteurs. Donc, oui, désolé pour l'Occitanie, je suis allée à Toulouse et pas à Montpellier. Mais ensuite, Vincent a entendu parler de cette saison. Oui, je sais, mais je me rattrape, j'arrive. Et donc, on a commencé à discuter. Je suis rentrée dans le détail de ce qu'était un QG et je lui ai dit, bon, moi, je connais beaucoup de monde sur le continent parce que j'y travaille depuis 1994 dans l'art contemporain, à une époque où il n'y avait ni Internet ni rien. Et je sillonnais ce continent-là quand je dirigeais le premier magazine d'art contemporain africain qui s'appelait Revue Noire à l'époque à Paris. Donc je lui parle en fait donc de Vichoy, de Mostafa, de Mansour et de Barthélémy en disant eux-mêmes de leur côté on sont en train de réfléchir à 4 artistes, chacun ayant monté sur fonds propres un centre d'art à un projet panafricain. Et je me disais, vu la nature de leur proposition, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. Donc il y a eu beaucoup de mise en contact et je me suis appuyée sur mes réseaux sur le continent pour proposer des opérateurs. Après les gens discutent. Quasiment toutes les expositions d'art contemporain, puisque c'est mon secteur et mon plus gros réseau, donc les commissaires impliqués, c'est moi qui les ai proposés au musée, au centre d'art, et on a à peu près 90% de femmes commissaires d'exposition dans la programmation. Et donc on a fait venir Barthélémy et Mansour qui étaient à ce moment-là en Europe. Ils sont allés à Montpellier, j'ai pas pu y aller. Ils ont passé la journée avec Vincent et ses équipes à l'altropisme. On a eu un moment d'échange sur Skype, je crois. Donc ça, c'était bien avant. On ne savait même pas qu'il y a quelque chose qui s'appelait Covid qui allait venir toquer à nos portes et bouleverser nos vies. Donc ils ont échangé. Et à la suite de ça, je leur ai dit, ensuite, dites-moi si vous avez envie de travailler ensemble, si vous avez des idées communes. Et si ça ne marche pas, à chacun, je vais vous trouver d'autres partenaires. Donc on a beaucoup fonctionné comme ça. Et le défi que moi j'ai lancé aux opérateurs français, c'était de leur dire, s'il vous plaît, arrêtez, sortez de la francophonie. D'accord, c'est le confort de la langue, c'est aussi lié à votre histoire avec l'Afrique. Elle passe par la langue et les territoires qui ont été occupés et colonisés.
mais l'Afrique ne se limite pas à l'Afrique francophone. Moi-même, en tant que francophone, je suis surtout dans des réseaux anglophones sur le continent depuis 25 ans. Donc ça aussi, c'était le défi, et d'avoir justement des professionnels ou des artistes de pays dont vous n'entendez jamais parler, que ce soit la Zambie, la Namibie, l'Érythrée ou d'autres. Donc ça s'est fait comme ça. Donc maintenant, c'est un projet donc, porté par 5 centres d'art et 5 mecs, comme je les appelle. Et c'est eux qui ont décidé. Ensuite, la programmation, moi, je ne m'en mêle pas. Ils échangent entre eux, ils se mettent d'accord. Et moi, je fais des points réguliers avec eux, juste pour m'assurer que par rapport au cahier des charges et de la saison et du QG, tout est dans les rails. Et le but, c'est que chacun se fasse plaisir et que chacun apporte sa voix et sa vision du monde. Donc, autant les 4 opérateurs africains apportent leur vision du monde sur ces questions d'économie et d'unité, mais Vincent aussi, en tant que structure française, apporte lui aussi, avec la altropisme, sa vision du monde à partir de son territoire qui est Montpellier. Et c'est cette addition de points de vue, parfois aussi contradictoires, il faut de tout dans un monde. Je pense qu'ils font, en tout cas moi c'est ce qui m'a intéressé dans la saison, et ce que j'ai dit au président de la République, pourquoi j'ai accepté de piloter quelque chose de si gigantesque et monstrueux dans son envergure, et le fait qu'on devait commencer le 1er juin, et qu'on a tout décalé de 6 mois, et qu'on a commencé finalement le 1er décembre dernier, et on a commencé en Martinique et en Guyane, qui eux n'étaient pas confinés. Et pour moi, je trouve que c'est aussi une symbolique intéressante que la saison n'ait pas été lancée à Paris, mais qu'elle a été lancée simultanément à Cayenne et à Fort-de-France. Merci Ngoné. Moi, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est qu'effectivement, il épouse assez bien notre façon de penser à la Halle, où on n'est pas dans un accrochage classique, on n'a pas ni la prétention ni la vocation d'être un musée ou un centre d'art classique, on est toujours dans un endroit qui essaie de créer des relations. Donc là, Barthélémy, lui, travaille sur un café typiquement camerounais qui sera dans l'espace d'exposition et où on pourra venir boire un coup, participer à des jeux, à des rencontres et ainsi de suite. Donc cette dimension relationnelle est assez intéressante. 4 hommes, donc moi il fallait bien derrière équilibrer parce qu'on n'allait pas quand même faire un festival uniquement avec des hommes. Les autres expositions sont beaucoup autour de la photo, et je suis assez content parce qu'on a rarement eu de la photo ici, et pourtant je pense que le lieu s'y prête bien. Et une artiste très chouette, Fatoumata Diabaté. Fatoumata est une artiste malienne, une photographe malienne, qui travaille autant dans le milieu de l'art que le milieu de la mode. Et là on voit un exemple, et Fatoumata s'est installée à Montpellier il n'y a pas si longtemps que ça. Elle tourne un peu dans plusieurs circuits internationaux de la photo. Et son regard est vraiment assez intéressant parce qu'elle reprend quelques codes de ses traditions. Elle est très très imprégnée de la tradition malienne, et elle les détourne complètement. Et notamment, elle présentera ici en exclusivité, ça sera en exclusivité en avant-première parce qu'elle n'a jamais été montrée cette exposition, une expo qui s'appelle Miroir vide 20 et qui est une réaction à la crise du Covid et au port du masque généralisé. Sauf qu'évidemment, du masque chirurgical au masque africain, elle a fait une petite passerelle et un détournement assez intéressant. Donc on aura cette grande expo à côté de notre galerie. Sa deuxième série, Femme Caméléon, où là c'est elle qui se met en scène elle-même et montre que à travers quelques artifices, elle se transforme, on ne la reconnaît jamais entre chaque photo. Mais toutes les techniques qu'elle utilise, c'est du make-up, mais qui font un petit clin d'œil à un phénomène assez complexe qui s'appelle le kessal. Le kessal qui consiste pour les femmes à subir des opérations chirurgicales pour se blanchir la peau en Afrique. Et donc elle a travaillé justement à mettre en avant, avec elle comme cobaye, mais avec du make-up et non pas des opérations chirurgicales, justement mettre en exergue ce phénomène assez complexe. On est très 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 heureux d'avoir aussi une expo de Hassan Hajjaj. Donc Hassan Hajjaj, c'est aujourd'hui le photographe marocain le plus connu au monde. Il est diffusé à peu près partout. Il a eu une monographie à la Maison européenne de la photo de Paris l'an passé, me semble-t-il. Hassan, c'est un style qui est immédiatement reconnaissable, extrêmement coloré, très porté sur l'humain, avec souvent aussi une mise en scène de ces studios photo de rue qu'il y avait en
Afrique au lendemain de l'indépendance de certains pays. Et là, il a travaillé spécifiquement avec le groupe acrobatique de Tanger. Et c'est un projet qu'on monte avec nos amis d'Unisson et d'Arabesque. Il aura 2 volets. L'exposition est ici. J'ai vu Émilie d'Unisson quelque part. Voilà, ouais, elle est là. Le volet photographique en amont du spectacle. Donc, il est chez nous. Et il a fait la scénographie de ce spectacle qui s'appelle FIC. Et donc, il en a fait la scéno et les photos. Et de ça, il en a tiré une exposition. Donc on montre l'exposition ici, et durant Arabesque, j'ai pas la date précise, en septembre, il y aura le 16 septembre, il y aura le spectacle du groupe acrobatique de Tanger qui a coupé le souffle. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur ce rapport Nouveau Cirque. Et donc voilà, on a été très très heureux nous de tisser ce lien, et vous allez voir, le lien on l'a tissé aussi sur un gros focus sur le Maroc, avec nos amis d'Arabesque Unisson. C'était naturel pour nous de nous unir au plus grand festival européen des cultures nord-africaines qui est Arabesque. Donc c'était assez naturel, surtout avec ce regard qu'on porte sur la Méditerranée et les 2 rives. Une autre exposition, et là on est très content, on en a fait notre affiche, on en a fait, vous verrez, notre emblème, parce qu'on verra beaucoup de ces photographies aux extérieurs de la halle. C'est Hélène Jaillet. Hélène Jaillet, on pourrait dire que nous on la connaît depuis longtemps, on travaille ensemble depuis longtemps. Elle est basée à Montpellier, mais son travail se porte à la fois sur ses origines africaines et sur un aller-retour permanent avec la France, et avec, on pourrait le dire, une petite obsession sur les cheveux. Hélène, viens avec nous, qu'on voit tes cheveux d'ailleurs, parce que je vois que... Hélène, elle a travaillé depuis des années à faire des portraits, à monter son studio, faire des portraits d'Africains d'ici, de la diaspora, d'Africains d'Afrique, parce que tu as été invité dans beaucoup de biennales et de festivals internationaux en Afrique. Et à côté de ça, tu as fait travail aussi dans les salons de coiffure, où tu as essayé de rentrer dans leur intimité, te faire passer pour la petite souris et capter des moments de vie comme ça. Et ça, on va habiller, entre guillemets, tous les extérieurs avec des très grands formats qui, on l'espère, vont rester après aussi, parce que l'idée, c'est qu'on essaie que chaque festival laisse une trace. Métropolisme, il y a 2 ans, a laissé une très belle fresque de Guy Delisle et de François Lislager qui est dans notre café. Là, on espère qu'il y aura plusieurs œuvres qui resteront comme ça et qui vivront avec le temps, se dégraderont petit à petit, mais ça fait partie du process créatif. Hélène, on a appelé l'exposition On Air. Elle mêle 2 séries à toi, et aujourd'hui, on est en train de la mettre en espace. Peut-être un petit mot sur l'origine de ton travail. Bonjour à tous. Écoutez, l'origine du travail, c'est une obsession pour les cheveux. Vincent a tout à fait raison, qui est liée à mon histoire perso d'enfant adopté. Et avec personne pour m'apprendre à gérer mes cheveux. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. Et j'ai exploré les salons de coiffure dans le quartier du 10e arrondissement, qui s'appelle à la station de métro Château d'Eau, que quelques-uns connaissent. Nous, on appelle ça le village, le Djassa, le Champs-Élysées de l'Afrique. C'est vraiment un univers particulier qui est en train de disparaître, d'ailleurs, avec la gentrification. Mais j'ai, on va dire, enquêté sur tous ces salons, comment ça se passait, comment on négocie sa coiffure, parce qu'il y a des tarifs, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout se négocie. Et c'était très intéressant de découvrir la vie sociale des salons de coiffure. On sait que c'est des lieux où les gens parlent, où les gens discutent, mais là, les gens ils viennent vendre un jean, demander une babysitter, enfin voilà, c'est assez magique. Et il y a un côté très tragique aussi, évidemment. Et j'ai décidé d'installer mon studio itinérant dans ce quartier, et puis ensuite dans des festivals, dans des boutiques. Et en fait, j'utilisais les réseaux sociaux pour signifier que le studio Color Me s'installe pendant 3 jours. Et en fait, j'invite les gens à venir. Souvent, ils viennent après le coiffeur, exprès, à poser dans le studio avec cette idée comment dire, la seule chose que je leur dis, c'est chin up, ce qui veut dire lève le menton, mais ce qui se traduit aussi par résiste, par tient tête. Et l'idée, c'est de travailler sur l'image de soi, en fait.
l'image du corps noir, etc. Et de rendre les gens qui se rendent compte de leur beauté et qu'on accepte de nous regarder. Et toute cette série, tout ce que vous voyez, ce n'est que des Noirs de France en fait. Donc je les ai photographiés à Marseille, à Lille, à Paris, quelques-uns à Montpellier. Je suis allée ailleurs le faire et je l'ai montré beaucoup et très peu en France finalement. Donc je suis très contente de faire une expo dans ma ville, ce qui est presque la première fois, on va dire. Et ce projet a un parcours international assez intéressant et n'est pas accueilli pareil de la même façon. Donc on verra comment ça se passe ici. Voilà tout ce que vous pouvez vous dire un peu. Donc on va avoir cette galerie de portraits. Souvent on a tendance à penser que dans nos publics c'est difficile d'avoir la démographie complète qu'on aimerait avoir. On se le dit quelquefois, il n'y a pas assez de noirs dans notre public. Il n'y a pas... Regardez autour de vous. Ouais. Et on n'est pas quand même mécontent à la halle, il y a quand même une certaine diversité, mais c'est jamais suffisant, c'est évident, c'est évident. Mais là on sera forcément bien entouré, parce qu'il y a pas mal de portraits, en plus sur des formats quand même très imposants. Et notamment, on va repenser nos frontons, c'est-à-dire, vous voyez, les carrés qui sont juste à l'endroit du fait de nos toits. Et en dessous, on aura ces grands portraits comme ça qui poseront cette identité. L'idée, c'est de vous inviter à travers les images, à travers les portraits, à travers le quartier Château d'Eau, de vous transporter tout de suite, boum, voilà. Vous allez un petit peu découvrir des univers qui sont... je suis quasiment la seule à avoir fait ce travail dans ce quartier à Paris. Et c'est très très difficile. J'ai ramé, vous imaginez même pas. Parce que je suis métisse en fait. Vous n'oubliez pas ça aussi. Mais voilà, l'enjeu c'était ça. Passer du temps et rentrer dans un univers qui est clos, qui est fermé aux journalistes aussi beaucoup. Et c'est passionnant. Merci Hélène. Donc ça c'est l'expo On Air. Tropisme, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, pas de festival sans jeune public. Et le jeune public, on va l'avoir à plusieurs égards. On a la chance, en étant dans la saison Africa 2020, de pouvoir accéder à certains contenus qui ont été pensés par Ngoné et par les conseillers de la saison. Et notamment, on est très très content d'avoir l'exposition installation Akissi, Ambiance le Monde. Akissi, c'est une petite fille qui fait l'objet d'une BD. C'est l'héros d'une BD qui est une des bandes dessinées les plus populaires en Afrique francophone. Et c'est l'histoire de la petite Akissi qui a grandi à Abidjan et qui fait pas mal de bêtises. Et à l'occasion des 10 ans de cette BD qui est vraiment un best-seller, une exposition itinérante a été pensée sous la forme d'une installation très très ludique avec expo, VR, lecture, jeux. Et donc voilà, pendant les 8 jours, ça va devenir l'antre de nos enfants qui vont pouvoir y aller en déambulation libre et accéder à tous ces contenus et eux-mêmes adopter un petit peu les attributs d'Akissi. On a évidemment imaginé quelques ateliers en lien avec la programmation. Un atelier de culinaire et d'écriture avec une cuisinière d'origine camerounaise qui s'appelle Nathalie Brigo-Ngoum, qui a 2 passions, elle cuisine et elle écrit. Elle a notamment un livre qui s'appelle Son imprécis de cuisine. On retrouvera Nathalie comme chef invité de notre Focus Cameroun, mais on lui donne aussi l'occasion de faire un atelier auprès des enfants. C'est un atelier parents-enfants pour faire une plongée dans les saveurs de Cameroun. Côté musique et enfants, on a Guedra Guedra, du coup, qui est un artiste qu'on invite sur notre Focus Maroc, qui s'appelle de son vrai nom Abdella Assak, qui lui est fasciné par faire de la musique avec à peu près tout, hein, donc ce qu'on pourrait appeler de la musique concrète, prendre un objet, une banane, un légume et commencer à le mettre en musique électronique, l'amplifier et ainsi de suite. Donc là, il proposera un atelier qui permettra aux enfants de se confronter à différentes techniques de création sonore. Donc ça, c'était pour ces 2 axes. Là, on rentre vraiment maintenant dans la programmation un petit peu jour par jour avec ce week-end d'inauguration qui est assez dingue. On va, je l'espère, pouvoir accueillir le plus de monde possible en respectant quand même le Covid, en essayant d'être en dessous du pass sanitaire. Donc voilà, on sera sur 1000 personnes, un peu moins, pour pouvoir naviguer sans rentrer dans une complexité totale. Vous allez le voir, on va l'égrener au fil du programme.
la question de la gastronomie pour nous est importante. Et la gastronomie, à tropisme, c'est quelque chose qu'on programme. Au même titre qu'on programme la scène, au même titre qu'on programme l'entrepreneuriat, ce sont des choses qui sont éditorialisées, qui sont pensées. Donc chaque jour, il va y avoir un ou plusieurs chefs invités. Et à travers ces chefs invités, évidemment, on va goûter aux saveurs de plein de pays, ce qui va quand même nous rapprocher de ces pays. On va s'apercevoir qu'on a un langage commun, qu'on a des épices communes, et qu'on a aussi beaucoup de choses qui nous différencient. On fait un beau partenariat avec le Refugee Food Festival. C'est un festival qui a lieu dans plusieurs villes en France, qui est né côté français à Paris. Et pour la première année, ils débarquent à Montpellier et leur lieu un peu QG va être la Halle Tropisme. Ça commence la semaine qui précède le festival et le soir de l'inauguration correspond à leur soirée un peu de clôture où on invite un chef réfugié d'Érythrée. Donc la situation en Érythrée est catastrophique, donc être réfugié de l'Érythrée c'est juste une question vitale. Et donc c'est Guirmé Ber qui vient avec une spécialité à base de petites galettes et voilà, c'est très très proche de la gastronomie éthiopienne. Ce même soir, nous aurons Madeleine Johnson. Alors, si vous ne connaissez pas Madeleine Johnson, c'est quelqu'un à Montpellier qui dirige une association, l'association des Camerounais de Montpellier, ISNJ. Elle est reine de son peuple au Cameroun, hein, d'un peuple précis. Et elle est assez fière et elle a raison parce que voilà, c'est quelqu'un qui a abattu des montagnes. Elle est biologiste à la base, continue à travailler comme biologiste et à côté de ça, cette association est portée autour de la culture et de tout ce qui peut faire rayonner son pays. Donc là, on a troqué c'est pas ses pipettes de biologiste, c'est son aptitude à nous régaler qui va être mise en avant et donc elle sera invitée parmi les cuisinières. Et on a aussi tout un focus autour de Madagascar. Le côté musique, on a un fil rouge, on a travaillé avec nos amis de Pignata Radio, donc, qui sont basés ici et qui ont vraiment une oreille tendue vers le son des diasporas et le son du continent africain. Ils ont de nombreux partenariats avec plein de radios et de web radios africaines et de web radios européennes, mais qui sont vraiment liés au son de la diaspora. Et on a essayé de travailler avec eux à une programmation qui met en avant à la fois des artistes d'ici, qui ont des origines africaines, et des artistes d'ailleurs. Donc là, ce soir-là, on inaugure avec Tidiz et 1h42, qui sont deux résidents de la radio et qui sont vraiment spécialistes d'afrobeat, de hip-hop. Le hip-hop est partout en Afrique, donc on ne peut pas parler d'Afrique sans parler de hip-hop, mais aussi d'autres courants comme l'amapiano, des choses qu'on connaît moins. Moi, je suis très content de recevoir une performeuse, Nadia Begré. Alors, Nadia Begré, elle vient de Côte d'Ivoire. Elle a fait exerce à Montpellier il y a un paquet d'années. Je travaillais encore au CCN, donc ça doit faire presque 20 ans, enfin plus de 15 ans. Et Nadia, depuis sa sortie d'exerce, qui est l'école du centre chorégraphique, a fait un très très grand chemin. Elle s'est installée à Montpellier, mais elle tourne quasiment jamais ici. Elle a son travail chorégraphique propre. Et à côté de ça, elle est danseuse et performeuse pour des chorégraphes comme Boris Charmat. Donc elle tourne sans arrêt, partout. Et j'avais envie de montrer un de ses premiers solos qui nous avait beaucoup marqué, où elle se crée un costume à base de bouteilles d'eau recyclées, évidemment avec cette allégorie et cette réflexion qu'on peut avoir à la fois sur la pollution, le recyclage et la nécessité d'aller vers des choses aussi essentielles que l'eau. Et donc on va avoir une performance qui va partir de l'intérieur et partir en déambulation. Le clou de cette soirée sera le concert de Yugen Blackrock. Peut-être on peut mettre quelques images. Yugen Blackrock, c'est une rappeuse sud-africaine. Elle est basée aujourd'hui entre Marseille et l'Afrique du Sud. Elle a été un peu plus popularisée ces dernières années parce qu'elle a signé une partie de la bande originale du film Black Panthers. Donc ce gros blockbuster qui inverse un petit peu les codes comme ça des super-héros en les prenant d'un point de vue africain. Et elle a un flow assez classique mais très percussif, très politique. Là on voit quelques images de sa session Colors. Colors, voilà, c'est une sorte de label vidéo de... Ah ouais, vas-y, moi je parle.
blindfolded when I swing blades, cursed version of Cronus. My thesis, find God in geometry like Archimedes. Trace my vanishing point, fill the hollow with light from lasers. Make the mind state change like cloud formations. As star patterns, split beams, expose flaws in our time. Hidden complexes, dematerialize. I'm silent bomb type, exit like Houdini. You couldn't see me with a microchip and a tracker in each knee. So climb to find the highest peak, fight the shadows off the feet. I'm Neo moving anti-clockwise till the cipher is complete. Donc vous l'aurez compris, cette soirée, on va vraiment naviguer entre gastronomie, hip-hop, tu peux même laisser un tout petit peu de son, entre musique électronique et performance. Dès le lendemain, on se retrouve et là on est très contents avec nos amis de Radio Nova qui sont partenaires du festival. Radio Nova, c'est sans doute la radio aujourd'hui FM qui, depuis les années 80, a l'oreille la plus fine et la plus intéressante autour des cultures africaines et des cultures mondes. C'est pas anodin si même ce terme de sono mondial vient plus ou moins de Radio Nova. On pense évidemment à des gens mythiques comme RKK qui nous a quittés il y a quelques années. On l'avait invité à Tropisme, Rémi j'arrive jamais à dire, qui nous avait enflammé à la Panacée, qu'on avait transformé la Panacée en club il y a quelques années, qui nous a quittés. Mais je pense à d'autres comme Martin Messonnier et bien d'autres. Et surtout, il y a une voix mythique à Radio Nova qui, depuis 1987, fait la part belle à l'actualité musicale et culturelle africaine, mais aussi du reste du monde. C'est Bintou Sankoré, qui, avec son émission Néo Géo, qui est tous les dimanches matins, et je pense que c'est la seule vraie émission tout paf, on pourrait dire, qui est aussi pointue sur ces cultures-là. Moi, c'est là où j'ai découvert à peu près tout ce que je sais de la culture africaine. Et on est très content parce que sa dernière émission de l'année se passera ici, en direct, toute une matinée. Et elle sera son micro tendu tout le samedi soir de l'inauguration avec un petit studio qu'on montera et où on aura Ngoné qui sera invité, elle ne le sait pas encore, et plein d'autres qui seront invités. Jürgen qu'on voit maintenant sera invité. Et tous ces micros passeront en PAD, ça c'est un terme technique, en prêt à diffuser le lendemain, et pour alimenter cette émission qui sera en direct et en public pendant plus de 3 heures ici. Donc ça on est très contents. Et ça nous amènera tout doux vers un brunch sénégalais. Où on a invité une chef, Sokna Ndiaye, à revisiter plein de plats typiques de sa culture. Le dimanche après-midi, ça c'est quelques pages plus loin mais je le mets là, évidemment on part sur nos formats classiques. On adore clubber ici, mais on est trop vieux maintenant pour le faire la nuit, hein, c'est sûr. On club la journée, comme ça on est frais et dispo le lundi pour aller au travail. Donc on est sur un 16h, 21h, hop, ouais, mais on fait ça souvent ici, comme ça on n'a pas de problème avec la police, ou presque pas. Et là on a imaginé Club Africa, c'est avec nos amis de Pignata, plusieurs invitations à la toute jeune génération de la diaspora africaine, plutôt parisienne, mais aussi d'ailleurs, je crois de Marseille, et notamment avec Greg, qui est un fier représentant du collectif La Créole et de Boucan Records, qui sont vraiment aujourd'hui à la pointe de ce son, je dirais, de la diaspora, et qui revisite toutes les cultures clubs européennes au regard des rythmes et des cultures africaines. Donc là c'est Greg, Tatiana Jane, qui est sur Rinse FM comme résidente, et Ogilo. Donc ça c'est en entrée libre, c'est 16h-21h. Donc vous voyez, là on a quand même un beau week-end en perspective. Toute la semaine, évidemment, on a les expos en permanence. Et dès le mardi, on commence une série de focus sur des pays. On commence avec notre focus sur le Congo, avec cette soirée Kinshasa au féminin. Une chef invitée, Hélène Kassangui. Elle a rejoint l'équipe du Café Tropisme il y a à peine un mois. Elle vient d'une petite province du Kasaï oriental au Congo. Et donc, elle va, comme ça, ce soir-là, prendre la tête du Café Tropisme. Sly Telema en DJ set, qui est congolais, basé ici, qui fait notamment les soirées Pan-African Brother, et voilà, moi que j'aime beaucoup, qui est résident sur la radio. Et à partir de là, on a toute une série de focus qui sont liés à ces trois composantes, gastronomie, musique et projection.
On a eu la chance de pouvoir accéder à un très beau travail de catalogage fait par l'Institut français pour pouvoir nous donner accès à plein de films cultes ou contemporains autour de l'Afrique et autour de plein de pays de l'Afrique. Et donc nous, dans ce catalogue, on a pu faire des choix. On est allé, on a essayé d'éditorialiser à notre façon ces choix-là. Et là, c'est un film qui n'est pas d'un Congolais. Alain Gomis n'est pas congolais, mais il fait un film sur Kinshasa et sur Félicité, une chanteuse qui essaie de se dépatouiller d'une vie comme ça, très femme, seule, maman, chanteuse le soir, et qui se débrouille dans cette Kinshasa complètement bordélique et à la fois fascinante. Donc ce qui est très beau, c'est qu'on voit vraiment la ville, on la sent. Et moi, c'est ce que je voulais dans toutes les projections qu'on a imaginées. C'était sans arrêt d'essayer de comprendre à la fois comment on vit aujourd'hui dans ces endroits urbains, dans ces grandes villes africaines. Casablanca, donc ça c'est une autre histoire qui s'écrit. On a la région Occitanie a tissé de nombreux liens avec Casablanca, mais aussi nos amis d'Unisson et l'Arabesque. On y reviendra tout à l'heure, on travaille ensemble un vrai programme d'incubation entre des artistes et entrepreneurs culturels de Casablanca et de l'Occitanie. Donc pour nous c'était important de faire un focus sur cette ville qui est aussi une ville-monde, qui est aussi ce poumon économique du Maghreb et qui à la fois pareil est moderne et bordélique à la fois, moderne et traditionnelle. Et donc là c'est un focus un peu plus large, un peu plus gros, parce qu'on s'associe à la fois à la région qui il y a 3 ans avait fait une saison de l'Occitanie à Casablanca, mais il n'y avait jamais eu de match retour. Plein de projets s'étaient faits entre des artistes d'ici et de Casablanca. Donc là l'idée c'est de pouvoir montrer certains projets en retour, mais d'aller au-delà et d'inviter toute une nouvelle scène de Casa. Et on montre ça avec nos amis d'Unisson et l'Institut français de Casablanca, la région, avec, comme vous allez le voir, des ateliers de musique pour les enfants, on en a parlé tout à l'heure, une vraie belle fête avec Guedra Guedra qui est aujourd'hui peut-être une des figures montantes de la scène électronique marocaine. Il a sorti son dernier album il y a un mois avec une très belle chronique dans Libération pour en parler. C'est quelqu'un qui vient de signer pour la première fois dans un label anglais et qui revisite vraiment, mais au sens noble du terme, des rythmiques de l'Afrique entière, comme pourrait le faire un ethnomusicologue. Et tout ça, il le passe à la moulinette de ses machines pour arriver à des choses qui peuvent être un peu des machines à danser, mais pas uniquement. En foodisme, côté nourriture, on est très très content d'avoir le chef Simo Sagid. Simo Sagid, c'est une figure incontournable au Maroc. Il a gagné Masterchef Maroc pour sa première édition il y a 3-4 ans. Il est DJ à côté. Il a son restaurant en plein Casa. Donc c'est une figure assez incontournable, une bonhomie totale, extrêmement populaire. Et donc avec Simo, on va imaginer ce menu du soir pour ce focus Casa, mais il va aussi imaginer notre brunch du dimanche. Et je pense qu'il quittera les journaux à un moment donné pour prendre des platines, ça se peut aussi. Soirée de projection, Casablanca, ville cinéma, cinéma ville. Donc là, évidemment, Casablanca, on a tous une image de Casablanca, on a tous des images de Casablanca, ça a été le décor de nombreux films. Et dans cette conférence projection, justement, Rabea, Ridaoui, Melouk et Roland Carré reviennent comme ça entre projection et récit sur tout ce qui a façonné l'image de cette ville. On passe sur un volet performance avec la compagnie Densité, maintenant une compagnie de hip-hop en danse, et où ils ont travaillé sur un film qui a documenté toute leur dernière création. Donc on présentera en avant-première ce film qui sera suivi par des extraits de la performance avec 4 ou 5 performeurs qui viendront directement du Maroc pour illustrer ce film. Le brunch arabesque, ça c'est le lendemain, je viens d'en parler, et où on aura évidemment Simo qui sera en train de cuisiner, pendant que Guedra Guedra, lui, aura enlevé plutôt les machines et sort sa collection de vinyles pour mettre en musique ce brunch. Et un des derniers temps forts, c'est que ce dernier dimanche, on arrive à une grande fête, et là c'est nos amis de Kabylie Minogue. Alors Kabylie Minogue, c'est pas voilà, ça vous parle un peu, mais c'est autre chose. Kabylie Minogue, c'est un duo. Alors c'est un duo
qui est entre l'Algérie et Beyrouth, et où ils ont vraiment le vent en poupe, pareil, sonorité orientale, nord-africaine, beat électronique. Ils ont fait l'objet de 2 boiler rooms assez importantes, donc ils sont, voilà, là on les voit, c'est vraiment une nouvelle scène qui est en train d'exploser. On est content d'être aux avant-postes de cette scène-là. Cabinet Minogue toute l'après-midi, ça on le fait avec nos amis d'électropisme. C'est le seul endroit où il y a une petite billetterie, c'est 10 €. Et Aziz, notre producteur algérien, en première partie. Donc ça, c'était le gros de la programmation. Les derniers vendredis, samedi et dimanche, donc les 9, 10 et 11, on ouvre aussi avec l'Institut français, avec notre ami Ngoné, un pop-up store qui donnera, dans toute une partie de la halle sera comme une grande boutique de créateurs africains, et où on a travaillé avec eux à une sélection, donc une sélection qui donnera la part belle au design, aux objets, à la mode et à l'édition. Avec voilà, plusieurs marques aujourd'hui et plusieurs noms qui commencent à se détacher soit du continent africain, soit de sa diaspora. Et on va compléter tout cela avec des créateurs africains du territoire. Donc ça, 3 jours comme ça pour venir vous confronter à ce design made in Africa qui, vous le verrez, a souvent rien à voir avec les clichés de la wax et des autres choses qu'on peut coller à l'image africaine. Un petit mot sur l'IDAR, je vous avais dit un tout petit mot. On va l'inaugurer le samedi 10. C'est un dispositif qu'on a monté avec Unisson, Arabesque et Elisa Macadam et la Altropisme. Et donc on va le lancer à ce moment-là et c'est parti pour 2 ans. 2 ans où on va accompagner, identifier et accompagner une promotion d'artistes et d'entrepreneurs culturels du Maroc, particulièrement de la région de Casablanca et de l'Occitanie. Et on va travailler avec eux, avec plusieurs lieux. Et ils vont avoir un parcours sur plusieurs mois, en passant par nos lieux ici, que sont l'Art République, qui est le nouveau lieu d'Unisson à la Mosson, notre lieu de l'Altropisme. Et côté Casablanca, ils vont pouvoir être en incubation à l'Institut français de Casablanca, à l'usine, au Boultec et à Bidaya, qui est un incubateur social. Et donc on va voir comment on travaille à essayer de faire émerger dans un aller-retour cette scène-là, avec un point de vue tout sauf descendant. C'est pas du tout nous qui allons enseigner des choses à eux, c'est ces croisements, comment ces artistes vont pouvoir se croiser leurs pratiques, pour qu'à un moment donné ça fasse émerger de nouvelles formes. Donc on inaugurera ce dispositif le samedi du Focus Maroc, et avec une sortie de résidence de Guedra et Wisda Widad, c'est la chanteuse de Nordistan, qui est un groupe assez connu ici au Maroc. Et donc, ils auront fait une première séance de résidence à la République, et on retrouvera cette sortie de résidence ici même pour célébrer cette coopération. Voilà un petit peu. Donc, vous voyez, c'est 8 jours, c'était un peu long, j'en suis désolé. Le programme est riche. Nos partenaires, c'est évidemment l'Institut français en premier titre, et la saison Africa 2020 et tous leurs partenaires. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreux partenaires qui ont concouru au succès de cette saison. C'est la ville de Montpellier, à travers son soutien à notre objet festival annuel. C'est la région, à travers, pareil, le soutien pour le festival et pour ce Focus Maroc. C'est l'Institut français de Casablanca, l'Institut français de Douala et de Yaoundé. C'est Unisson, c'est Attitude. Et c'est bien d'autres, c'est les partenaires médias qui sont Nova et Midi Libre. Donc voilà, c'est un projet, on est heureux de l'accoucher après tant et tant d'hésitation. J'espère qu'il va donner le goût à Montpellier de regarder un peu plus loin que le goût de la comédie et de regarder ce qui se passe de l'autre côté. À vos questions, messieurs, dames. Il n'y a jamais une conférence de presse ne se termine sans une question de Valérie Hernandez. Regardez, je n'ai même pas regardé, je sais qu'elle a une question. Regarde, hop, Valérie. Oui, il faut bien se. Mais est-ce que Madame Fall est toujours là? Ngoné, t'es là? Oui, j'avais coupé mon micro parce que j'en profitais pour bosser en vous écoutant. Vous n'avez pas le son de mon clavier, je suis là.
Alors moi j'avais une question pour vous, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une ligne... D'abord on voit que ça a dû être un pilotage très délicat, qu'il y a une ligne très volontariste, très courageuse de dissocier du politique, bien que ce soit une commande d'État. Donc comment vous avez pu gérer ce paradoxe? Avez-vous eu une totale liberté? Et surtout, comment vous avez pu éviter l'écueil d'une proposition trop ethnocentrée ou trop francophone? Par quel filtre vous avez pu mettre en place pour aboutir à cette qualité de proposition? Alors, donc, comme je l'explique au départ, l'idée d'une saison africaine avait été annoncée par le président de la République quand il a fait son voyage à Ouagadougou en novembre 2017. C'est là qu'il a... Je vous le dis parce que moi, je n'étais absolument pas au courant. C'est pour vous dire à quel point les mondes sont cloisonnés. À cette époque, moi, j'habite au Ghana. Je suis en plein milieu anglophone. Je ne sais pas ce qui se passe en France et c'est même pas la question. Donc, je n'écoute pas RFI. Et c'est quand je suis en Afrique du Sud et que je reçois donc, un email assez ambigu de gens disant qu'ils sont au conseil du président de la République et qu'ils aimeraient avoir mon avis sur un projet de saison africaine. J'ai cru que c'était un spam, tout clair. Honnêtement, je l'ai mis à la poubelle. Et 2 jours plus tard, il y a eu 2 relances d'email. Et avec mes collègues à l'université de Cap, on s'est dit, bon, ben, on n'a qu'à nous donner les noms, on verra bien. Enfin, donc, je passais à Paris en mars 2018. Donc, je suis allée rencontrer ses conseillers Afrique et relations bilatérales. Je leur ai dit tout ce qu'il ne fallait pas faire par rapport à ce projet, voire a priori même si c'était possible de ne pas le faire. Parce que ça allait partir dans tous les sens, c'est qu'ils m'inquiétaient beaucoup. Ils m'ont dit que c'était trop tard, que ça avait été annoncé à Ouaga, donc voilà, c'est comme ça que j'apprends des choses. Je dis ok, en tout cas je vous souhaite une bonne chance, mais en tout cas c'est pas avec ça que vous allez apaiser les tensions et surtout changer le regard de plus en plus critique que les Africains ont par rapport à la France. En sachant que la volonté du président c'était de changer le regard des Français. J'ai dit mais c'est plutôt l'inverse. Hein. On est 1,2 milliard, vous n'êtes que 67 millions. Vous n'avez pas idée d'un pays à l'autre. Le French bashing, c'est devenu une promenade de santé. Et ils m'ont rappelé 3 jours après en disant est-ce qu'on peut se revoir? Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez dit ce qu'il ne fallait pas faire, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, je leur ai dit ok, je vous donne une demi-heure, après je facture parce que je suis consultant, et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc je leur ai expliqué qu'en fait, s'ils embarquaient dans un projet, bon, qui est déjà forcément politique, puisque c'est l'initiative d'un président de la République, mais où en fait chaque État africain vient faire remonter en France comment est-ce que ce pays se considère comme merveilleux, on va être dans de l'art officiel, sauf qu'on n'est plus dans les années 50, et je ne vois pas qui ça va intéresser, y compris même en France. Je ne pense pas que Vincent avait été intéressé à ce que, je ne sais pas, l'État du Sénégal lui propose clé en main, parachuté à l'altropisme, une exposition, une série de spectacles. Ça ne fonctionne pas comme ça le monde. D'où cette volonté de collaboration. Donc je leur ai dit, j'aurais donné quelques pistes, ils m'ont dit, mais en fait, on n'a pas eu le temps d'approfondir avec vous la dernière fois parce que vous avez été très dur, mais le président de la République aimerait confier ce projet à la société civile du continent africain et que la saison soit pilotée par une femme qui serait la commissaire générale. Est-ce que ça vous intéresserait? Alors je dis, il faut que je réfléchisse parce que ça a des implications sur ma vie. Moi j'ai actuellement une vie, il fallait 2 ans pour faire la saison. À ce moment-là, moi j'étais basée, j'avais quitté l'Afrique du Sud, je suis retournée au Sénégal. Donc j'ai commencé à échanger avec eux et à demander des garanties. Que ça n'allait pas être une tribune de propagande politique, que j'étais pas là pour servir un agenda politique par rapport à une population française qu'on continue à qualifier de diaspora, comme s'ils n'étaient pas français de plein droit comme les autres. Voilà, donc il y a tous ces pièges, c'est un peu un champ de mine, hein, on commence à dire France-Afrique et tout le monde part en vrille. Je le sais, je l'expérimente, j'ai bientôt 54 ans. Donc moi j'ai posé les conditions pour accepter. On dit c'est confié à la société civile, ok. Maintenant, moi je vais revenir vers vous avec un concept. Vous me donnez 1 mois ou 2. Je vais poser un concept. S'il vous convient, on travaille ensemble.
Et si ça ne vous convient pas, vous allez trouver quelqu'un d'autre, et puis je rentre chez moi. Mais le deal était clair, donc ça partait sur un pacte de confiance. Que je ne suis pas là pour faire de la propagande politique, que j'ai la capacité de mobiliser le continent, bien évidemment, mais je m'engage sur un plan personnel à ce que ces opérateurs, artistes intellectuels, ne soient pas instrumentalisés et ne se retrouvent pas dans un délire politique, et du côté africain et du côté français. Donc à charge pour la France, qui est à l'initiative d'expliquer aux États africains qui ne sont pas aux commandes et que ce sont les sociétés civiles qui sont aux commandes. Et moi, je peux passer par l'ambassade du Sénégal en France pour faire passer le message aux ambassades, en tout cas aux représentations diplomatiques. Donc j'ai fonctionné comme ça. L'Afrique n'est pas que francophone. On a tellement de langues sur ce continent que je ne sais même pas par où commencer. Moi, je n'en parle que 3 et demi, et je dis ça en m'excusant parce que c'est assez banal. Il n'y a pas un Africain qui parle juste une langue. Et que la défense de nos langues n'a jamais fait l'objet de loi, contrairement à la France qui a mis en place des outils pour la promotion et la défense de sa langue. Donc vous voyez, dans des contextes différents, les choses, elles se passent différemment. Nous, on passe d'une langue à l'autre en permanence toute la journée. Et pour moi, c'était évident, bien que je sois issu d'un pays francophone, que si c'était pour faire un projet francophone, ça ne m'intéresse pas non plus. Le continent, c'est du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti. Mais ça fait partie des conditions que moi j'ai posées devant les conseillers, et je leur dis maintenant il faut faire valider ça par le patron et qu'on s'asseye et qu'on se mette d'accord. Donc on a eu cette discussion avec Emmanuel Macron pour caler les choses. Et vous avez vu avec ma grosse voix, je pense que les gens ont compris que je n'étais pas là pour rigoler et que je n'allais pas embarquer sur un projet aussi compliqué et complexe que je mets ma vie entre parenthèses pendant 2 ans. Là finalement c'est 3 et demi, pour me retrouver à être la danseuse de claquettes. Même pas en fait. Donc, une fois que les choses étaient claires avec les conseillers, on avance en bonne intelligence et on échange par WhatsApp, on se fait des points. On a rendez-vous la semaine prochaine. Pendant la Covid, on a beaucoup échangé pendant le premier confinement parce que très vite s'est posé la question d'un report de date. Quand les frontières se ferment, on devait lancer la saison le 1er juin. On travaillait à la conférence de presse, toute la programmation était bouclée. Et là, il a fallu rappeler tous les 183 partenaires en France et les 250 sur le continent en disant on ne va pas y arriver, on est en train de penser à un report pour décembre, est-ce que tu peux te mettre sur une nouvelle temporalité? Vincent le sait, puisque lui, il fait partie de ceux qui ont dû se décaler 4 fois de suite. Donc ça a été un peu un enfer, et mon rôle, ça a été de garder un esprit positif, pragmatique, et de leur dire, ben voilà, maintenant, il est temps de devenir africain. Nous, faire face à l'adversité, ça commence dès le berceau, on lâche rien, on garde le cap, et c'est ensemble qu'on va surmonter cette épreuve, ce qu'on a tous fait ensemble. Je pense que j'ai répondu. Oui, merci. Elle rigole pas. Non. Vous arrêtez là maintenant. Bravo. Moi au début j'avais peur. Hein, quand j'avais dit oh putain un mardi, j'ai rigolé au téléphone, je sens que je vais me faire défoncer. Mais Mais non, c'est juste le ton de la voix. C'est juste la voix. Voilà, c'est juste un ton. On a affiné la relation et il me tape que le 3 juillet je te sente bien détendu ici et qu'on mange et qu'on picole un petit peu. Ouais. Une autre question? Oui, juste la... Tu peux pas les donner. Juste par rapport à la jauge, est-ce que vous pouvez repréciser, c'est 1000 personnes par jour? La jauge va être assez... on s'adapte un peu en temps réel aux décisions. Vous savez qu'il y a un cadre général qui est posé par l'État et après il y a des restrictions possibles à ce cadre imposées par la préfecture. Donc l'été dernier, par exemple, la préfecture a pu changer la donne du gouvernement du jour pour le lendemain. Donc moi maintenant, j'arrive plus à anticiper. Je me rappelle, l'an passé, on avait un événement avec 800 personnes. C'était prévu, tout était réservé le soir même, et le matin, il y a un tweet qui dit que le préfet dit que c'est 500 personnes. Donc on appelle 300 personnes pour dire que c'est fini. Là, a priori, en dessous de 1000 personnes, on n'a pas besoin de passe sanitaire. Le passe sanitaire, c'est quand même, sur un événement comme celui-ci, assez compliqué à gérer, parce que ça veut dire regarder QR code, PCR, vaccin, et ainsi de suite.
Donc on peut être en dessous. On a énormément misé sur des événements en extérieur parce que c'est beaucoup plus souple et on a quand même cette chance, nous ici, d'avoir un très grand extérieur. Le reste à l'intérieur, c'est essentiellement de l'expo, donc l'exposition, c'est très très facile à réguler, c'est-à-dire entrée, sortie, comptage. Donc ça, on va pouvoir s'adapter aux règles du nombre de personnes par mètre carré. Les seules complexités qu'on a, c'est comme pour la soirée d'inauguration ou les focus, c'est quand on a des événements en entrée libre à l'intérieur. Là, il va y avoir un peu la règle des premiers arrivés, premiers servis, dans le sens où si c'est entrée libre, on ne fait pas d'inscription, je pense par exemple au concert de Hugues Bacroc, en intérieur assis, distancié, là où théoriquement debout, on a 900 personnes à l'intérieur, là on passe à 180 personnes tout mouillées. Donc là, c'est sûr que du coup, il y a des gens, il y aura les privilégiés qui pourront être un peu dedans pour ça, mais on a suffisamment densifié la programmation dedans pour que les gens ne se sentent pas frustrés et finalement se disent c'est cool ici aussi, il y a la gastronomie, il y a les DJ sets, ainsi de suite. Donc on va naviguer comme ça, un peu à vue, en priant pour que le 2 juillet, il n'y ait pas une nouvelle règle qui nous dise il faut pour boire un verre, il faut mettre une jambe en l'air, être comme ça et se tenir la main. Parce que là, c'est quand même cette complexité-là. Aujourd'hui, même tout cet été, théoriquement, on n'a pas de visibilité sur le fait que, pour l'instant, personne n'a le droit de se lever de sa table, avoir un verre. Nous, on a 2 types au niveau légal. On a un type restaurant, donc ça, c'est ces règles-là. On a aussi type salle de spectacle et lieu culturel. Donc, on va mêler les deux. C'est pour ça qu'on est un peu parqué. Vous voyez le côté bar et restaurant, pour pas que les gens puissent se dire ok, je pars et je vais boire des coups ailleurs. Et on va identifier l'endroit où on est en mode spectacle ou lieu culturel, où là il ne faudra pas qu'il y ait de verre et ainsi de suite. Ça met des difficultés dans notre organisation, ça nous demande à nous de faire la police, ça met quand même un peu à mal notre modèle économique aussi, hein, parce que c'est pas pareil d'aller voir un concert en ayant juste assis, sans consommation et ainsi de suite, pour un lieu qui est très 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 largement à plus de 95% autofinancé comme le nôtre, c'est pas simple. Mais bon, notre chance, c'est que cet objet festival, c'est le seul dans l'année où on a des ressources grâce à l'Institut français, grâce à la région, grâce à la ville, et donc c'est le seul moment de l'année où on peut se permettre de perdre de l'argent sur une programmation, et ça fait partie voilà, de notre jeu. Je ne sais pas si j'ai répondu, un peu quand même. Annick Delfos? Non? Non, merci. Non. Ah, une question. Bonjour. Donc, moi, c'était une question pour Vincent et Anne. Moi, je me suis introduite un peu dans le communiqué de presse. C'est vrai que c'est plus un peu hackathon, je crois. Voilà, je suis artiste aussi, je mets en lumière l'art africain et arabo-berbère. Et donc, j'ai lancé mon projet entrepreneurial ici à Montpellier et je transforme des objets recyclés et en objets d'art à partir de toute la richesse culturelle africaine et arabo-berbère. Moi, c'était une petite question. Souvent, on met ces festivals pour mettre en lumière la richesse africaine, mais après, il y a comment vous voulez pérenniser parce que, en fait, il y a des festivals qui se passent comme ça. Après, on découvre la culture et la richesse africaine. On dit c'est waouh, c'est génial ce qui se passe. Après l'événement, avec tout ce qui se passe au niveau politique en France, ces populations elles sont toujours stigmatisées, discriminées. Comment vous voulez pérenniser ce festival pour reconstruire des liens entre les gens qui viennent d'Afrique et les gens ici qui veulent mettre en lumière ces richesses culturelles et cet héritage et pérenniser ce projet dans la durée pour accompagner les artistes qui sont en France, qui veulent mettre en lumière cet héritage culturel et aussi créer des liens entre ces artistes venant de ces pays. Voilà. Ben, c'est une très très bonne question parce que c'est la première que je me suis posée et je pense que c'est pas la dernière que s'est posée Ngoné en acceptant cette direction de la saison. Moi je suis de moins en moins intéressé par le côté événementiel des choses. C'est-à-dire on fait un événement, ça dure 3 jours, on jette tout, y compris la scénographie. On a l'impression de faire un événement super écolo et à la fin on fout tout en l'air à la poubelle, comme à peu près tous les festivals du monde. Et donc cette question de pérenniser des choses, moi je veux, alors évidemment on n'arrivera pas forcément
à faire ça à la hauteur de nos ambitions, que ce soit simplement la porte d'entrée de ce qu'on va écrire avec l'Afrique sur les 9 ans qui nous restent ici dans ce lieu. Il nous reste 9 ans, 8-9 ans ici. Ça passe par quoi? Ça passe par des œuvres qu'on aura pu accueillir ici et qu'on va pérenniser, qui vont rester, qui vont être une trace, qui vont continuer à faire travailler l'imaginaire, qui vont être un indice. Donc ça, c'est les œuvres, par exemple, d'Hélène, mais aussi d'autres artistes. Quand on viendra, on dira, tiens, ah mais oui, tu te rappelles, c'était l'Afrique, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce côté, l'indice qui continue à nous projeter dans ce moment. C'est le projet LIDART, dont on a parlé, qu'on mène avec l'Unisson, où là, pour minimum 2 ans, et ça c'est que l'amorçage, et dans l'idéal, dès qu'on a fini l'amorçage, on a trouvé les moyens de le financer pour les années et les années à venir. Là, c'est clairement un projet de coopération au long terme entre des artistes et des entrepreneurs culturels de Montpellier et de la région du Maroc et de Casablanca et du Maroc. Donc là, clairement, nous, tous les ans, on aura des promotions d'artistes nord-africains qui seront ici, qu'on va accompagner avec des artistes d'Occitanie. Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, à l'occasion du sommet en octobre, s'il a lieu, mais il est parti pour avoir lieu, on fera, nous, je pense ici, à nouveau un événement très brandé Afrique qui nous permettra peut-être de continuer cette histoire avec certains artistes qu'on aura invités et avec d'autres. Donc ça sera presque un acte 2 très différent où on n'aura peut-être pas la même rigueur qu'on a eue ici qui était formidable, mais on va ouvrir peut-être beaucoup plus à des artistes d'ici et aux liens que tissent nos territoires avec l'Afrique et sa diaspora. Et après voilà, c'est-à-dire là on a mis le pied dans la porte. Moi ce que je veux c'est que derrière, il s'ensuit un cycle de projection annuel, enfin mensuel, tous les ans autour d'un nouveau focus sur l'Afrique. Ça je commence à y réfléchir. J'aimerais que suite à ce festival, chaque mois il y ait une projection, une avant-première sur un film lié au patrimoine africain. On monte une nouvelle galerie dans l'espace central à l'intérieur, là où on va l'inaugurer avec Hassan Hajjaj. Mais c'est un endroit beaucoup plus souple pour nous pour montrer de la création avec moins d'enjeux économiques. Donc on pourra faire des focus comme ça. Évidemment, la halle a toujours une attention particulière sur un endroit, mais à laquelle on ne peut pas réduire l'Afrique, qui est l'endroit de la migration, des problématiques migratoires, des problématiques d'exil. Et ça, on est en train de travailler un nouveau programme autour de ça. Mais encore une fois, là, je dis que je ne veux pas du tout réduire l'Afrique à cette question-là, mais ça fait partie des choses qui donnent aussi des indices. On ouvre un nouveau lieu, alors là, j'en profite pour le dire à nos amis journalistes. En octobre, on ouvre un nouveau lieu, juste derrière le bâtiment. Donc ça, on a acté hier de façon ferme et définitive avec la CERN. 1800 mètres carrés d'atelier d'artistes. C'est le bâtiment Picardie, c'est la caserne qui touche quasiment la halle derrière. On va ouvrir en octobre avec 600 mètres carrés liés à la formation et au workshop, un pôle média, radio, métier du son, et le reste, plus de 1200 mètres carrés consacrés à des ateliers d'artistes individuels et collectifs. Donc là, c'est un nouvel équipement qui va nous permettre aussi d'avoir une attention pour accueillir des artistes en permanence venus de ces cultures ou de ce patrimoine africain. Et avec les allers-retours qu'on pourra faire maintenant entre ces deux lieux, on est en train de créer finalement de façon indépendante et coopérative un des plus gros pôles de création et d'accompagnement des artistes sur l'Occitanie. Donc voilà, ça c'est notre réponse pour dire comment on pérennise cela. Et je pense qu'Ngoné a sa vision aussi pour se dire que la saison, c'est aussi le début d'une relation et c'est pas une fin en soi. Oui, c'est comme ça que je l'ai conçu, hein, comme si justement de connecter tous ces opérateurs, de tous ces êtres humains les uns aux autres. Vous savez, quand on travaille avec quelqu'un pendant 2 ans, ça laisse des traces. Hein, on n'est plus la même personne qu'au départ. Je sais déjà que par exemple les personnes qui ont porté, les structures qui ont porté le QG de Paris-La Goutte d'Or, l'Institut des cultures d'Islam, Tanger au Maroc et Douala au Cameroun, ont décidé de poursuivre l'aventure, ont apprécié travailler ensemble pendant 2 ans et vont faire des choses ensemble à Tanger et à Douala. Donc ça c'est acté. On a aussi le Grand T à Nantes qui dès le départ a profité de l'opportunité de la saison pour se lancer dans un partenariat sur 3 ans
avec le festival de théâtre Les Récréatrales à Ouagadougou et le festival de Kinani au Mozambique. Donc c'est véritablement ces rencontres humaines que je voulais, qui ont été un peu rendues compliquées par la Covid, mais tout le monde a bien compris qu'on n'était pas là pour faire de l'événementiel, pour faire de la kermesse, des guignols. Moi je disais souvent aux journalistes dans mes interviews, je ne suis pas là pour divertir le peuple français. C'est pas du tout mon rôle. Je suis là, j'apporte des idées, des visions du monde portées par la société civile. Et j'aimerais, moi j'accepte l'invitation que la France fait à travers le président de la République. Les termes de l'acceptation, c'est justement de s'asseoir avec vous, chez vous ou ailleurs, et de construire ensemble des pistes de réflexion sur le vivre ensemble dans nos sociétés sur le futur. En sachant que vous avez beaucoup de défis, on en a et parfois ce ne sont pas les mêmes. Nous, on n'a pas de défi de diversité. Moi, il y a des termes que j'ai découverts quand je suis arrivée ici en 2018. Chez moi, tout le monde me ressemble. Donc la question ne se pose pas. Vous avez d'autres problèmes. Mais comment est-ce qu'on peut surpasser tout ça et rester... Moi, j'ai fait aussi des rencontres ici. Il y a des gens, des opérateurs qui m'ont rendu complètement chèvre et je n'ai qu'un fantasme, c'est de les noyer dans la Seine. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais il y a d'autres opérateurs, ça aussi, ça a été de rencontres humaines, qui vous obligent à vous remettre en question parce que vous arrivez avec un projet où vous lancez des défis. Mais aussi, vous lancez des défis. Donc, vous en sortez. Moi, je ne suis pas la même qu'il y a 3 ans. Et puis, avec la Covid, ça nous a un peu tués. Avec Vincent, on a énormément échangé. On n'était pas forcément d'accord sur tout au départ, mais c'est comment? C'est le dialogue qui dit oui, non, mais moi, mon contexte, c'est ça. Et je dis oui, mais moi, mon contexte, c'est ça. Oui, mais alors, d'accord, alors à ce moment-là, etc. Et c'est comment est-ce que, c'est pour ça que je dis, c'est un projet qui est sur la base de l'intelligence collective. Terme galvaudé, mais ça, la saison, elle le prouve. Et l'altropisme, que vous allez voir, n'est qu'un exemple. On a aussi travaillé avec le Maquis à Montpellier, on a fait une série de forums sur les questions de développement durable, d'écologie et d'agriculture. Et dès le départ, moi, je leur disais, il faut faire quelque chose de pétillant. Vous êtes une université, donc même les tables rondes, les forums, ça doit être, Madame Michu, elle doit pouvoir les comprendre, quoi. Ne faites pas un truc entre spécialistes, rien contre vous. Donc tout ça, je pense que c'est sur le long terme qu'on va voir qu'est-ce qui reste de cette grande aventure qui aura duré 3 ans et demi. Moi j'ai de la chance parce que j'ai pied dans le Lez, donc elle ne pouvait pas me noyer. Le Lez, c'est notre fleuve ici. Pour vous dire un petit mot, c'est qu'effectivement, on est QG sur l'Occitanie, mais évidemment, la saison n'est pas réductible à notre événement ici. Le MOCO inaugurera la veille de notre QG, c'est-à-dire le 2 juillet, son exposition avec la collection Sinzu d'art africain. Il y a évidemment le musée de Sérignan, le MRAC, qui a été très organisé. Et donc eux, ils avaient tout monté, tout était fini et le Covid est passé par là, donc elle est restée pendant des mois toute seule, mais là je crois qu'ils ont réouvert. Hein. Oui, ils ont réouvert. Ouais. Il y a au pavillon Bagoué une exposition qui commencera aussi début juillet. Il y a, voilà, le territoire va être mappé comme ça, et après il y aura des projets en lien avec le sommet, mais ça c'est autre chose. Je pense que, sauf si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute. On peut aussi en parler informellement autour d'un café. Merci à tous d'être là, relayer le mieux possible cette belle aventure, évidemment, en rejoignant de la paella. Et merci beaucoup Anne-Gonnet de ta présence et de ton engagement. Oui, je t'avais dit Barthélémy devait être là, il a eu des problèmes de connexion avec le Cameroun, donc on n'a pas pu la voir, mais... Oui, mais j'ai eu Mansour qui m'a dit qu'il arrivait bientôt pour commencer le montage. Oui, voilà, Mansour arrive bientôt. Mais là, je vois ce matin, ouais. Oui, ce matin, oui, ça j'étais au courant, oui. Bon, merci à tous. Merci. Merci. Ciao, bonne journée. Ciao.